retraité français quitte la France avec une pension du régime général et revient 4 ans plus tard avec des dettes médicales, un logement vendu à perte et un dossier CFE en souffrance. Ce n'est pas un cas isolé. En 2024, la CNAV versait des pensions dans plus de 190 pays. Parmi les destinations les plus prisées, 10 ressemblent à des Eldorado sur les forums. Et dans 10 destinations, quelque chose finit toujours par clocher. Les chiffres de la CNAV au 31 décembre 2024 sont publics. Ils montrent des dizaines de milliers de retraités français concentrés dans des pays que les agences immobilières et les blogs d'expatriation présentent comme des paradis accessibles. Ce que ces chiffres ne montrent pas, c'est le flux retour. Les témoignages qui suivent sont anonymisés. Aucun corpus nominatif fiable n'est disponible en presse ouverte. Mais les causes structurelles, elles, sont entièrement documentées. Et elles se répètent d'un pays à l'autre, avec une régularité que personne ne présente jamais dans le même format. La Bulgarie commence toujours par séduire sur les chiffres. Fiscalité à taux unique de 10% sur les revenus, l'un des plus bas de toute l'Union européenne. Coût de la vie inférieur de 40 à 50% à la France selon les zones. Des villages où la vie quotidienne ne ressemble à rien de ce qu'on trouve en Europe occidentale, avec des marchés locaux, des rythmes lents et des loyers qui paraissent appartenir à une autre décennie. Sur le papier, c'est la destination parfaite pour un retraité à pension moyenne qui veut étirer son pouvoir d'achat sans quitter l'espace Schengen. Puis la réalité administrative et humaine s'impose. Le bulgare est une langue cyrillique, sans parenté avec les langues romanes ou germaniques que la plupart des retraités français maîtrisent partiellement. Hors Sofia, Varna et Plovdiv, la communauté française organisée est quasi inexistante. Pas d'association de retraités francophones structurée, pas de médecins généralistes parlant français, pas de pharmaciens capables de gérer un dossier d'ordonnance française sans délai. L'isolement linguistique s'installe progressivement, d'abord comme un inconvénient mineur, puis comme un mur. La question de la santé est celle qui précipite les retours. Hors capitale, le réseau hospitalier bulgare reste très en deçà des standards français pour la cardiologie, l'oncologie et la gériatrie. Un retraité qui vieillit bien peut traverser plusieurs années sans que ce manque se manifeste concrètement. Mais passé 70 ans, quand un écho cardiaque devient nécessaire, quand un suivi oncologique s'impose ou quand une chute fracture un col du fémur, la distance entre le village pittoresque de la région de Rhodope et un hôpital universitaire capable de prendre en charge correctement un patient âgé français devient le vrai coût de l'expatriation. La CFE, Caisse des Français de l'étranger, propose une couverture retrait expat à 164 € par mois pour un solo en 2026. Ce tarif est le même quel que soit le pays de résidence. En Bulgarie, où les soins courants sont moins chers, ce tarif peut sembler disproportionné. Mais c'est précisément pour les soins spécialisés, ceux que le système local ne peut pas fournir, que cette couverture devient indispensable. Plusieurs retraités installés en zone rurale bulgare ont rapatrié leurs soins oncologiques ou cardiologiques vers des hôpitaux grecs ou autrichiens avec des frais de transport et de séjour que la CFE ne couvre qu'en partie. Un retraité ayant passé 3 ans dans la région de Blagoevgrad décrit la transition. Les premières années sont presque parfaites. La vie sociale locale est chaleureuse, la nourriture locale est bonne, les dépenses mensuelles sont très basses. Et puis un jour, son médecin généraliste bulgare lui conseille une consultation cardiologique spécialisée. La liste d'attente à l'hôpital régional dépasse 6 mois. Il prend l'avion pour Lyon. Il ne revient pas à Blagoevgrad. Ce que la Bulgarie offre en coût de vie, elle le reprend en coût humain dès que la santé entre en jeu. Et c'est toujours la santé qui entre en jeu. L'Allemagne est une anomalie dans cette liste. Ce n'est pas une destination de retraite choisie pour le soleil, la fiscalité ou le coût de vie. Et pourtant, au 31 décembre 2024,
la CNAV recensait 46 394 retraités français résidant en Allemagne. Un chiffre qui mérite qu'on s'y arrête parce qu'il dit quelque chose de précis sur qui sont ces retraités et pourquoi beaucoup ne le vivent pas comme un succès. La pension CNAV moyenne versée en Allemagne est de 180 € par mois en 2024. C'est la plus basse du classement des 10 principaux pays de résidence de retraités français. Un tel niveau ne reflète pas une pauvreté généralisée, mais un profil sociologique particulier. Beaucoup de ces 46 000 résidents sont vraisemblablement des binationaux franco-allemands ou d'anciens travailleurs ayant cotisé brièvement au régime français avant d'achever leur carrière outre-Rhin et de percevoir une retraite allemande principale. Pour le retraité français pur, celui qui a passé toute sa carrière en France et qui envisage l'Allemagne comme destination d'expatriation volontaire, le tableau est très différent. Le coût de la vie en Allemagne, notamment dans les grandes villes comme Munich, Hambourg ou même Düsseldorf, est comparable voire supérieur à celui de nombreuses régions françaises. Les loyers dans les zones attractives sont élevés, les charges annexes sont lourdes, et le système de santé, pourtant de haute qualité, implique des contributions spécifiques pour les non-affiliés au système allemand. Le climat joue aussi un rôle que les forums d'expatriation minimisent systématiquement. Un retraité qui a grandi dans le sud de la France et qui imagine passer ses hivers à Cologne ou à Leipzig découvre assez vite que les ciels gris d'octobre à mars ont un impact réel sur le moral et sur les habitudes de vie. Ce n'est pas un détail sentimental, c'est un facteur de retour documenté dans les récits d'expatriés de cette tranche d'âge. Le vrai piège allemand pour le retraité français volontaire, c'est l'absence totale d'avantages fiscaux. Contrairement au Portugal avec son ancien RNH, à l'Italie avec son régime à 7% ou à la Grèce avec sa flat tax, l'Allemagne n'offre aucun mécanisme préférentiel pour les pensions étrangères. On y paie l'impôt allemand, qui peut être supérieur au taux français selon les revenus. On y vit au prix allemand. Et on y supporte un hiver nordique. Pour un retraité dont la motivation principale est financière, l'équation ne tient pas. L'Allemagne capte des retours au pays d'origine, pas des expatriations heureuses. Checkpoint A. 2 pays, 2 formes de désillusion opposées. L'un trop pauvre en service pour vieillir, l'autre trop cher pour en valoir la peine. Mais ce qui vient ensuite introduit une dimension différente. Un régime fiscal qui existe vraiment, qui est légalement valide et qui piège quand même. Dans les Pouilles, l'économie d'impôt annuelle est réelle. Le coût de l'ambulance, quand il faut 1 heure pour arriver à l'hôpital, ne figure dans aucun calcul préalable. L'Italie est le 3e pays en nombre de retraités CNAV résidant à l'étranger. Au 31 décembre 2024, 61 578 retraités français y vivaient, pour une pension CNAV moyenne de 229 € par mois. La grande majorité de ces résidents se trouve dans le nord, en Toscane, en Ligurie, en Lombardie ou sur les côtes. Une minorité, attirée par une promesse fiscale très concrète, s'est installée dans le Mezzogiorno. Le régime fiscal à 7% sur les pensions étrangères est réel. Il est prévu par l'Agenzia delle Entrate italienne pour les retraités qui transfèrent leur résidence fiscale dans une commune du sud de moins de 20 000 habitants. Sa durée est limitée à 9 ans. Ce n'est pas du tout une niche obscure, c'est une politique publique italienne assumée pour repeupler les zones rurales du Mezzogiorno en attirant des retraités étrangers avec des pensions en devises. Sur le papier, c'est l'une des offres fiscales les plus attractives d'Europe pour un retraité français à revenu moyen ou élevé. Le problème n'est pas fiscal. Le problème est géographique et sanitaire. Les communes qui ouvrent droit au régime à 7% sont des villages des Pouilles, de la Calabre, de la Sicile intérieure ou de la Basilicate. Des lieux de caractère indéniable,
avec une architecture vernaculaire, une cuisine locale remarquable et un coût de vie très bas. Mais aussi des lieux où le transport public est inexistant ou quasi inexistant, où le médecin généraliste fait parfois les communes à la ronde 1 ou 2 fois par semaine, et où l'hôpital spécialisé le plus proche peut se trouver à 1 heure de route. Plusieurs témoignages recueillis en 3e personne décrivent le même schéma. Les 2 premières années sont vécues comme une révélation. La qualité de vie locale est haute, le coût est bas, les Italiens sont accueillants avec les étrangers qui font l'effort linguistique. Puis arrive le premier incident médical sérieux. Une douleur thoracique un dimanche soir dans un village de Basilicate. Pas d'ambulance disponible immédiatement. L'hôpital régional a plus d'1 heure de route. La décision de rentrer en France se prend souvent dans les jours qui suivent ce premier épisode. La CFE à 164 € par mois couvre une partie des soins. Mais la CFE ne couvre pas le temps de trajet, ne couvre pas les nuits en clinique privée quand l'hôpital public est saturé et ne garantit pas la disponibilité des spécialistes sur place. Le régime à 7% économise de l'impôt chaque année. Il ne compense pas ce que l'éloignement structurel finit par coûter quand le corps commence à réclamer une attention médicale régulière. Ce que l'Italie offre en fiscalité pour les retraités dans le Mezzogiorno, elle le conditionne à un isolement géographique que la majorité finit par ne plus pouvoir assumer. La Grèce est un cas particulier dans cette liste, pour une raison précise. Elle ne figure pas dans le top 10 CNAV 2024. Malgré un régime fiscal théoriquement très compétitif, une flat tax de 7% sur les revenus étrangers valable pendant 15 ans pour les retraités transférant leur résidence fiscale, peu de retraités français ont réellement franchi le pas. Ce décalage entre la promesse fiscale et la réalité migratoire est lui-même un signal. Le régime grec est en vigueur au 1er janvier 2026. Sa durée de 15 ans est supérieure à celle du régime italien comparable. Son taux est identique. Et pourtant, la Grèce peine à convertir l'attractivité fiscale en flux résidentiel. La raison principale tient à la complexité administrative grecque, documentée par les experts en mobilité internationale. Ouvrir un compte bancaire, obtenir un numéro fiscal, transférer sa résidence officielle, naviguer avec les services locaux sans maîtriser le grec moderne. Chaque étape prend du temps, exige des intermédiaires et génère des coûts annexes qui érodent l'avantage fiscal initial. L'accès aux soins hors des 2 grandes métropoles constitue le 2e frein structurel. Athènes et Thessalonique disposent d'hôpitaux universitaires de niveau acceptable. Mais la Grèce continentale rurale et les îles présentent des situations très variables. Sur certaines îles des Cyclades ou du Dodécanèse, les soins spécialisés exigent un transfert vers Athènes, parfois par hélicoptère médical. En dehors de la haute saison touristique, plusieurs îles voient leur population permanente chuter et leurs services avec elle. L'isolement insulaire en hiver est une réalité que les images estivales effacent systématiquement. Un retraité qui s'installe sur une île de taille moyenne en mai, entouré de touristes, de terrasses ouvertes et d'une vie sociale dense, découvre à partir de novembre un rythme radicalement différent. Les ferries passent moins souvent, les commerces ferment, la communauté étrangère se réduit à quelques dizaines de personnes. La connexion Internet peut rester instable pendant des semaines, et le prochain cardiologue disponible est à 2 heures de bateau. Plusieurs personnes ayant tenté l'installation en Grèce insulaire décrivent un sentiment similaire. La Grèce est un pays où il fait bon être touriste, même longtemps. Mais résider officiellement, gérer la paperasse fiscale et administrative en grec, maintenir un réseau médical fonctionnel et supporter l'hiver dans une île dépeuplée, c'est un projet de vie différent. Le régime à 7% pendant 15 ans semble imbattable, jusqu'à ce qu'on essaie de faire installer la fibre dans une île des Cyclades. Et là, l'avantage fiscal prend une autre couleur. Checkpoint B. 4 pays, 4 façons de promettre le même Eldorado
et de le reprendre autrement. Mais ce qui vient ensuite est plus massif. Une destination où 147 966 retraités français résident en 2024, soit le deuxième volume mondial après l'Algérie. Et où beaucoup ont découvert, à leur première déclaration fiscale locale, qu'ils paient plus d'impôts qu'en France. L'Espagne est, en termes de volume, la grande destination de retraite des Français. Au 31 décembre 2024, 147 966 retraités CNAV y résidaient, pour une pension moyenne de 310 € par mois. Deuxième pays de résidence en volume absolu, juste après l'Algérie. Soleil, gastronomie, infrastructures médicales de qualité relative selon les régions, prix immobilier attractifs hors des grandes villes, les raisons d'y aller sont nombreuses et réelles. Le piège fiscal est invisible jusqu'à la première déclaration. L'Espagne n'a pas de régime fiscal préférentiel pour les retraités étrangers percevant des pensions passives. La loi Beckham, souvent citée sur les forums d'expatriation francophones comme un avantage fiscal potentiel, s'applique aux actifs impatriés, aux salariés et dirigeants qui viennent travailler en Espagne à la demande d'un employeur. Elle ne s'applique pas aux pensions de retraite. Un retraité français qui s'installe en Espagne y paie l'impôt espagnol standard sur sa pension française selon le barème progressif espagnol. Et selon son niveau de pension, ce taux peut être supérieur à ce qu'il aurait payé en France. Plusieurs témoignages décrivent le même moment de bascule. La découverte, au moment de la déclaration fiscale espagnole, que le calcul d'optimisation qui justifiait l'installation ne tient pas. Un retraité installé en Andalousie depuis 2 ans explique qu'il avait lu partout que l'Espagne était avantageuse fiscalement pour les retraités, sans jamais trouver de source qui précise que cet avantage ne concerne pas les pensions passives. À sa première déclaration à l'Agencia Tributaria, il a payé plus que ce qu'il aurait dû en France. L'Espagne offre par ailleurs des avantages réels que ce tableau fiscal ne doit pas masquer. Le système de santé espagnol public est globalement de meilleure qualité que ses équivalents bulgares, marocains ou tunisiens. La communauté française est dense dans les zones côtières, Costa del Sol, Costa Blanca, Costa Brava, ce qui réduit l'isolement linguistique. Le coût de la vie dans certaines régions intérieures reste nettement inférieur à la France. Et la proximité géographique facilite les allers-retours familiaux. Mais pour un retraité qui choisit l'Espagne spécifiquement pour des raisons d'optimisation fiscale, parce qu'il a lu que l'Espagne était avantageuse, parce qu'il a entendu parler de la loi Beckham sans en comprendre le périmètre exact, la désillusion à la première déclaration peut être suffisamment forte pour enclencher un retour. Et avec 148 000 retraités français résidents, l'Espagne est le pays où ce malentendu se reproduit le plus souvent, en volume absolu. La loi Beckham n'a jamais été pour eux. Personne ne le dit clairement avant l'arrivée. La Tunisie est une destination historique pour les retraités français, en particulier ceux qui ont des liens familiaux ou culturels avec le pays. Au 31 décembre 2024, 38 774 retraités CNAV y résidaient, pour une pension moyenne de 303 € par mois. Le coût de la vie très bas et la proximité culturelle et linguistique avec la France sont des attraits concrets et documentés. Ce n'est pas du marketing de destination, c'est une réalité vécue positivement par des milliers de personnes. La convention fiscale France-Tunisie prévoit des conditions d'abattement sur les pensions étrangères transférées sous certaines conditions. Ce n'est pas le régime le plus compétitif de la liste, mais il est suffisant pour que la situation fiscale d'un retraité français en Tunisie reste tolérable. Le problème principal n'est pas fiscal, il est médical et, depuis 2015, sécuritaire dans la perception, même si la situation réelle varie beaucoup selon les zones. Les hôpitaux publics tunisiens ne sont pas à la hauteur des besoins médicaux d'une population vieillissante pour les soins spécialisés. En cardiologie, oncologie ou neurologie, les délais d'attente dans le secteur public sont longs
et les équipements sont insuffisants dans les hôpitaux régionaux hors Tunis. Le secteur privé tunisien est de meilleure qualité, mais ses tarifs se rapprochent progressivement des tarifs européens, ce qui érode mécaniquement l'avantage économique qui justifiait l'installation. Plusieurs retraités installés à Hammamet, Sousse ou Sfax décrivent le même parcours. Les premières années sont confortables, avec un niveau de vie nettement supérieur à ce que la même pension permettrait en France. Puis survient un problème cardiaque, une surveillance oncologique à mettre en place, un suivi neurologique régulier. Le retraité se retrouve à consulter en clinique privée tunisienne à des tarifs qu'il ne finançait pas dans son budget initial, ou à prendre l'avion pour Marseille tous les 2 mois pour ses suivis spécialisés. La CFE à 164 € par mois en 2026 offre une couverture, mais les remboursements ne couvrent pas l'intégralité des soins privés tunisiens ni les frais de rapatriement médical. L'inflation locale tunisienne a par ailleurs réduit le différentiel de coût de vie ces dernières années. Ce qui coûtait 2 fois moins cher qu'en France en 2015 ne coûte plus que 30 à 40% moins cher en 2026 pour certaines catégories de dépenses, notamment l'alimentation importée et les produits pharmaceutiques. 303 € de pension moyenne suffisent à vivre correctement à Hammamet jusqu'au jour où il faut un cardiologue qui ne soit pas en secteur public tunisien. Et ce jour arrive toujours. L'île Maurice occupe une place particulière dans cette liste. C'est la destination de rêve absolue des forums de retraite haut de gamme. Fiscalité douce, île à la fois anglophone et francophone, sécurité relative, nature préservée, logistique internationale correcte. Et pourtant, le régime officiel du pays pour les retraités étrangers est l'un des plus sélectifs du monde. Le Retired Non-Citizen Residence Permit, tel que publié par l'Economic Development Board de l'île Maurice, exige un transfert mensuel minimum de 1500 USD sur un compte bancaire mauricien, soit environ 1380 € au taux de 2026. Ce n'est pas une dépense, c'est un transfert obligatoire, une preuve de ressources transférées sur le territoire. Sur une base annuelle, cela représente 18 000 USD de revenus transférés comme condition minimale d'entrée dans le dispositif. Ce seuil exclut d'office la grande majorité des retraités français à pension du régime général. Maurice attire donc une minorité aisée, retraités avec complémentaire retraite élevée, anciens cadres supérieurs, profession libérale, qui dispose des ressources pour franchir ce seuil d'entrée. Cette population, une fois installée, découvre plusieurs réalités que le discours sur le paradis mauricien passe sous silence. Le coût des produits importés est très élevé, Maurice étant une île dont les ressources alimentaires locales sont limitées. Les produits pharmaceutiques européens peuvent être difficiles à trouver ou significativement plus chers. Et le coût des soins médicaux dans les cliniques privées, le seul secteur vraiment accessible à des standards européens, est structurellement important. L'éloignement géographique est le facteur le plus difficile à anticiper pour un retraité qui ne l'a jamais vécu. Un vol Paris-Mauritius dure environ 11 à 12 heures et coûte entre 700 et 1500 € selon la saison. Pour un retraité dont les enfants et petits-enfants sont en France, cette distance n'est pas métaphorique. Elle se mesure en billets d'avion annuels et en séparation de plusieurs mois. Avec l'âge, quand les proches en France ont besoin d'aide ou quand la nostalgie du tissu social français se fait sentir, cette distance de plus de 10 000 km devient le vrai coût de l'installation. Plusieurs personnes ayant tenté l'expérience mauricienne décrivent un phénomène commun. La première année est vécue comme des vacances prolongées. La seconde commence à mettre en lumière les manques. La troisième est celle du bilan. La beauté de l'île ne se discute pas, mais résider officiellement à Maurice, répondre aux exigences administratives du permis, maintenir les transferts mensuels obligatoires,
gérer l'isolement familial et la dépendance aux importations pour tout ce qui touche aux médicaments ou aux équipements médicaux spécifiques, c'est un projet de vie avec des contraintes que les photos de Lagon ne montrent jamais. Pour vivre à Maurice en retraité, il faut transférer 1 500 $ par mois, ce qui exclut d'office la majorité des pensions françaises. Et ce n'est pas le début de la liste des contraintes, c'est seulement l'entrée. Checkpoint C. 5 pays où la promesse fiscale ou géographique se retourne. 2 autres où ce sont les chiffres de santé qui parlent le plus clairement. En 2024, un seul pays a généré 13,6 millions d'euros de remboursement santé CFE. C'est le pays qui affiche par ailleurs la pension CNAV la plus haute du Maghreb. Le paradoxe de ce chiffre ne se résout qu'en continuant. Le Maroc est la 3e destination mondiale en nombre de retraités CNAV résidents, avec 61 513 personnes recensées au 31 décembre 2024. La pension CNAV moyenne versée au Maroc est de 381 € par mois, la plus haute du Maghreb dans ce classement. Et la convention fiscale France-Maroc prévoit un abattement de 80% sur les pensions étrangères transférées sous condition, ce qui en fait l'un des régimes les plus favorables pour les retraités français en dehors de l'Europe. Ces 3 indicateurs, volume, pension moyenne, abattement fiscal, dessinent le profil d'une destination mature, bien installée dans le paysage de l'expatriation française. Et effectivement, le Maroc a une infrastructure d'accueil des retraités français qui n'existe dans aucune autre destination du Maghreb. Communauté française active à Marrakech, Casablanca, Agadir et Tanger, réseau consulaire dense, accès à des cliniques privées avec personnel francophone dans les grandes villes. Mais il y a un chiffre dans les données disponibles qui mérite qu'on s'y arrête. En 2024, la CFE a remboursé 13,6 millions d'euros de soins de santé au Maroc. C'est le montant le plus élevé de tous les pays de résidence des retraités français dans le monde. Ce chiffre, issu du rapport annuel CFE 2024, est à la fois une preuve de la présence d'une communauté structurée et un signal sur ce que coûte réellement vieillir au Maroc pour un retraité français. Le coût de la vie bas au Maroc s'applique à l'alimentation locale, au logement dans certaines zones, au transport. Il ne s'applique pas aux soins médicaux dans les cliniques privées, qui sont les seuls à offrir des standards comparables à ceux que les retraités français attendent. Une consultation en cardiologie dans une clinique privée de Casablanca ou de Marrakech se facture à des tarifs qui peuvent surprendre un retraité qui imaginait que tout, au Maroc, serait peu cher. Un séjour hospitalier pour une pathologie cardiaque sérieuse dans le secteur privé peut rapidement dépasser plusieurs milliers d'euros. Cela ne signifie pas que le Maroc est un mauvais choix de retraite. Cela signifie que l'équation coût-qualité que la plupart des retraités présentent dans leurs décisions d'installation intègre rarement le poste santé à sa valeur réelle. Le Maroc attire avec un coût de vie bas et un abattement fiscal attractif. Il retient avec une qualité de vie culturelle et humaine réelle. Mais il prélève, sur la durée, sur le poste médical. Et les 13,6 millions d'euros de remboursement CFE en 2024 en sont la preuve documentée la plus claire disponible. Cela ne ressemble pas à une erreur dans les données. Cela ressemble au prix réel de vieillir à Marrakech avec des problèmes cardiaques. La Thaïlande est le pays de cette liste le plus éloigné géographiquement de la France, le plus présent dans l'imaginaire collectif de la retraite dorée en Asie du Sud-Est, et paradoxalement l'un des mieux documentés en termes de coût réel. Parce que les chiffres de la CFE parlent d'eux-mêmes, et ils disent quelque chose que personne n'anticipe en lisant les blogs de retraite en Thaïlande. Pour résider légalement en Thaïlande en tant que retraité étranger, le visa non-immigrant OA exige soit un dépôt de 800 000 bahts sur un compte bancaire thaïlandais,
soit environ 21 000 € au taux de 2026, soit un revenu mensuel équivalent à 65 000 bahts, c'est-à-dire autour de 1 700 € par mois. Ce capital est bloqué sur le compte Thaï tant que le visa est actif. Il ne génère aucun rendement significatif dans le système bancaire thaïlandais pour un non-résident permanent. Et il est soumis aux fluctuations du baht thaïlandais face à l'euro. En 2024, la CFE a remboursé 10,5 millions d'euros de soins de santé en Thaïlande, 3e montant mondial après le Maroc. Ce chiffre est d'autant plus remarquable que la Thaïlande ne figure pas dans le top 10 CNAV 2024, ce qui signifie que le nombre de retraités français officiellement résidant en Thaïlande est relativement faible. Peu de retraités, beaucoup de remboursements. La conclusion s'impose d'elle-même. Les retraités français en Thaïlande consomment en moyenne des soins médicaux nettement plus coûteux que dans n'importe quelle autre destination. La raison est structurelle. La Thaïlande dispose d'hôpitaux internationaux privés de haute qualité. Bumrungrad à Bangkok, Samitivej, Bangkok Hospital, qui attirent une clientèle médicale mondiale. Ces établissements sont techniquement excellents, mais leurs tarifs sont ceux du privé international, pas du système de santé local. Un retraité français qui vieillit en Thaïlande et qui a besoin d'une chirurgie cardiaque, d'un traitement oncologique ou d'une prise en charge gériatrique sérieuse se retrouvera dans ces établissements, à des coûts que la CFE couvre partiellement, mais jamais totalement. L'assurance santé complémentaire pour les retraités de plus de 70 ans devient par ailleurs très difficile à souscrire et très onéreuse en Thaïlande, comme dans toute l'Asie du Sud-Est pour les non-résidents permanents. Plusieurs compagnies d'assurance refusent les nouvelles souscriptions au-delà de 70 ans ou excluent les affections préexistantes. Un retraité qui arrive sain en Thaïlande à 65 ans avec une couverture correcte, se retrouve 10 ans plus tard dans une situation de couverture dégradée face à des besoins médicaux croissants. L'éloignement est, comme à Maurice, un facteur que seule la durée révèle vraiment. Bangkok est à 11 heures de Paris. Le réseau social français en Thaïlande est actif dans certaines zones, Chiang Mai, Phuket, Bangkok. Mais il ne remplace pas la proximité des enfants, des amis de longue date ou des médecins qui connaissent l'historique médical du patient. Quand un retraité en Thaïlande doit gérer simultanément une urgence médicale et l'inquiétude de ses proches à Paris, l'heure de décalage et les 10 000 kilomètres deviennent concrets d'une façon que les forums n'anticipent jamais. 21 000 € bloqués pour entrer. 10,5 millions remboursés par la CFE en 2024 pour les soins. La Thaïlande coûte cher quand la santé décline. Peu importe ce qu'affichent les brochures de Chiang Mai. Aucun des pays précédents n'illustre aussi clairement la mécanique de la désillusion collective que le Portugal. Pas parce que le Portugal est le pire choix de retraite de cette liste, il n'est objectivement pas le pire sur de nombreux critères, mais parce qu'il est le pays où le décrochage entre promesses et réalité est le plus documenté, le plus récent et le plus massif en volume humain. Au 31 décembre 2024, 159 680 retraités CNAV résidaient au Portugal. Premier pays européen de résidence de retraités français, premier rang mondial dans le classement CNAV. La pension CNAV moyenne versée au Portugal est de 457 € par mois en 2024, la plus haute du top 10. Ce double record, volume et pension, dit quelque chose d'important. Le Portugal a attiré des retraités français parmi les mieux dotés du régime général, pas les plus précaires. Le moteur de cette vague migratoire s'appelle le RNH, régime des non-habituels. Mis en place en 2009, ce dispositif fiscal portugais permettait aux retraités étrangers de percevoir leurs pensions étrangères pendant 10 ans, avec une exonération quasi totale d'imposition au Portugal. Pour un retraité français,
avec une pension de 2 000 € par mois, cela représentait une économie fiscale annuelle de plusieurs milliers d'euros. Le RNH a été la justification fiscale de la grande vague d'installations françaises au Portugal entre 2010 et 2023. Il est le régime fiscal pour retraités étrangers le plus copié, le plus commenté et le plus recommandé sur les forums d'expatriation francophones de la décennie. Le RNH est fermé aux nouveaux entrants depuis 2024. La décision a été annoncée par le gouvernement portugais, rapportée notamment par le Figaro dans un article du 7 juillet 2025 sur la fin de l'Eldorado fiscal. Les retraités déjà bénéficiaires peuvent terminer leur période de 10 ans. Mais tout retraité français qui s'installe au Portugal en 2026 sans avoir déjà été enregistré sous le RNH paye la fiscalité portugaise standard sur sa pension. Ce taux peut être comparable ou supérieur au taux français selon le niveau de revenu. Ce n'est pas tout. Les loyers à Lisbonne, Porto et dans l'Algarve ont doublé en 5 ans. Cela ne ressemble pas à une estimation approximative. C'est le reflet documenté de la pression immobilière que la popularité touristique et résidentielle internationale a exercée sur le marché portugais depuis 2018. Un bail signé à Cascais ou à Tavira en 2017 peut être renouvelé en 2026 à un loyer multiplié par 2 pour le même logement. La pension qui laissait une marge confortable au moment de l'installation ne laisse plus rien une fois le loyer payé. Cela crée une situation inédite dans l'histoire de l'expatriation française au Portugal. Des retraités qui ont anticipé correctement le cadre fiscal au moment de leur départ, qui ont pris leurs décisions en toute connaissance de cause et qui se retrouvent pris en tenaille entre la disparition de l'avantage fiscal pour les nouveaux arrivants et l'explosion des coûts de logement pour ceux déjà installés. La promesse qui les a fait venir a été retirée et le marché a absorbé leur présence collective en faisant monter les prix. Je parlais à un local à Lisbonne. Les Portugais qui vivent dans les mêmes quartiers que les retraités français ont vu leur loyer tripler pour les mêmes raisons. Le mouvement collectif qui a déplacé des dizaines de milliers de retraités étrangers vers le Portugal a contribué à transformer le marché qu'ils étaient venus chercher. Et le pays qui les avait accueillis avec une promesse fiscale a fini par retirer cette promesse sans que les anciens bénéficiaires soient compensés autrement que par leurs droits acquis aux 10 ans initiaux. Premier pays d'expatriation des retraités français, avec 159 680 résidents au 31 décembre 2024. Et le seul de cette liste où la promesse fiscale qui les a fait venir vient officiellement d'être retirée. 10 pays. 10 mécaniques différentes par lesquelles une promesse de retraite à l'étranger se transforme en facture à payer plus tard. Aucun de ces pays n'est un mauvais choix dans l'absolu. Chacun a ses raisons d'attirer, et chacun retient une part des retraités français qui s'y installent. Mais la régularité avec laquelle les mêmes facteurs reviennent, santé, isolement, fiscalité réelle, distance familiale, n'est pas un hasard. C'est ce que les forums de départ ne mettent jamais en avant, et ce que les chiffres CNAV et CFE finissent toujours par révéler. Quel pays parmi ces 10 vous semble le plus piégeur, et lequel vaut encore le coup? Dites-le en commentaire. Et si ces données vous ont servi, l'abonnement permet de continuer à les rassembler.